On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on revient sur l'élection fédérale de lundi dernier, gouvernement libéral majoritaire au Canada. Ici, dans le comté de Saint-Jean, c'est un député libéral, ce qui ne s'est pas vu depuis 1984. Député au pouvoir, ce qui ne s'est pas vu depuis 1993. On va faire l'analyse de cette campagne avec l'ancien député de Saint-Jean, le bloquiste Claude Bachand, mais d'abord, celui qui a été élu avec une majorité de 2400 voix, Jean Rioux. L'élection de lundi soir au Canada nous a amené la formation d'un gouvernement libéral majoritaire, avec aussi une majorité de sièges ici même au Québec et ici même dans le comté de Saint-Jean. Comté de Saint-Jean qui revient au pouvoir après une absence de plus de 20 ans, même un peu plus que ça. Avec nous pour en parler, on va le féliciter d'abord, c'est le candidat ou le député fédéral élu, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, ou désigné, Jean Rioux. Bonjour, félicitations. Bonjour. Êtes-vous surpris du résultat? Oui et non. Si je vous disais honnêtement, hier matin, quand on a commencé à rencontrer les bureaux de vote, il y avait tellement d'indécis qu'on pouvait pas, on n'était pas sûr du résultat. On avait des interrogations. Par contre, j'avais comme une lecture que je faisais, que ça ressemblait à 2007, lorsque j'ai perdu à l'élection provinciale à l'ADQ, qui avait un programme pour les familles, le fameux 100 $ de Mario. Et là, on allait dans les bureaux et je voyais beaucoup de familles. Et jusqu'à tard hier soir. Et on avait un programme, effectivement, au Parti libéral, qui touchait les familles, augmentation des allocations canadiennes pour enfants, ainsi que la réduction d'impôts pour la classe moyenne. Donc, je voyais ma clientèle et on a vu que le vote a été près de 70 % des gens ont été votés. C'est que je me disais, bien, ça semble bon pour nous autres. Dans ce vote des indécis, selon vous, y a-t-il eu beaucoup là-dedans de votes stratégiques ou de votes finalement anti-Harper? Les gens ont regardé ça aller, ont regardé les sondages dans la dernière semaine, se sont dit, bon, ben là, si on veut se défaire des conservateurs, ça a l'air que ça va passer par les libéraux, donc finalement, on va voter libéral. Peut-être qu'en début de campagne, ces mêmes gens-là se disaient, on va voter NPD, là, puis finalement, la donne a changé 78 jours plus tard. Il y a une partie, mais je pense qu'avant toute chose, c'est la campagne qu'a fait M. Trudeau. Aujourd'hui, les gens me disaient, j'ai voté pour M. Trudeau, c'est une nouvelle génération, c'est tout. Mais c'est sûr qu'en arrière-fond, les gens voulaient se débarrasser de M. Harper, ça c'était clair sur le terrain. Mais le vote stratégique, je pense qu'il a été davantage de dire, on voyait que les libéraux étaient gagnants au Canada, au Québec, dans les derniers jours, on avait pris une avance importante, même chez les francophones. C'était ça notre inquiétude, et même chez les francophones. Les gens se disaient, est-ce qu'on va retourner en élection dans 2 ans? La dernière élection vient de coûter 500 millions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, non, on n'ira pas en élection, on n'aura pas une deuxième élection pour dépenser 500 millions, on va se donner un gouvernement majoritaire. Il y a eu dans cette élection un paquet de trucs qui ne se sont pas passés normalement comme dans une élection. Premièrement, l'élection a été interminable, 78 jours, ce qui a permis à votre chef, M. Trudeau, dont les attentes étaient extrêmement basses en début de campagne, probablement que M. Harper pensait l'épuiser en cours de route. Finalement, ce n'est pas ça qui est arrivé. L'autre affaire, c'est qu'on a eu l'impression aussi en cours de campagne que les libéraux étaient plus à gauche que le NPD. C'est drôle à dire comme ça, mais c'est comme si le NPD, si Tom Mulcair avait dit on va faire des déficits, les gens auraient fusillé sur la place publique le NPD en disant on sait bien, le NPD, ils vont tout dépenser. Lui, il dit non, non, on va regarder ça. Puis du côté libéral, on dit non, non, nous autres, on va faire des déficits. C'est comme si ça passait mieux venant du Parti libéral que du NPD. Mais dans les faits, effectivement, on a été plus à gauche que le NPD dans nos annonces, mais je pense qu'on a appliqué la théorie de Keynes. Quand ça va bien, et à l'époque de M. Chrétien et de M. Martin, on a eu 7 années de surplus et on a pu rembourser 81 milliards. Là, on arrive dans une période où est-ce qu'on est en récession, on a vu le taux de chômage qui a augmenté, et Keynes, qu'est-ce qu'il dit? Quand ça va mal, les gouvernements doivent intervenir. Puis on a une période qui est intéressante au niveau des taux d'intérêt, les gouvernements peuvent emprunter à 1 %. Et il faut comprendre aussi que le déficit qu'on a annoncé et par rapport au déficit de M. Harper, il y a une moyenne de 20 milliards par année. C'est des déficits qui sont inférieurs, on a annoncé 9 milliards, 9 et 4. Et surtout, il faut comprendre que dans le premier 9 milliards, il
il y en a 5,2 qui sont des dépenses dans le dernier budget de M. Harper. Il y a 5,2 milliards qui venaient de la vente des actions de GM, ainsi que 3 milliards du fonds de réserve. Donc, autant M. Harper que M. Mulcair devaient vivre avec ce manque à gagner parce que ce n'était pas récurrent. Donc, je pense qu'à moins de faire des coupures majeures par M. Harper ou M. Mulcair, on continuait la récession. Je pense qu'on a répondu au Parti libéral avec les théories économiques. C'était quoi finalement l'impact du NICAB? Parce qu'encore là, on dirait que ça a fait mal au NPD. Pourtant, vous avez une position quasi similaire au Parti libéral. Puis de votre côté, visiblement, ça ne vous a pas fait mal. Comment l'expliquer, ça? Parce qu'au début, les gens ne connaissaient pas le NPD. Votaient, c'était une vague. C'était la continuité de la vague qu'on avait connue avec Jack Layton. Mais les gens ont commencé, pendant la campagne, et comme vous avez dit, elle a été longue, à connaître le NPD et finalement se sont rendus compte que ça ne répondait pas finalement à leurs attentes. En m'en venant ici, ce soir, j'écoutais à la radio une entrevue avec le maire de Montréal, Denis Coderre, qui, oui, c'est vrai, est un ancien ministre libéral fédéral. Mais au-delà de ça, évidemment, pour le maire de Montréal, qui même vendredi dernier exhortait ses citoyens à ne pas voter pour les conservateurs et à tout faire autrement pour changer de gouvernement. Et lui, il disait tantôt, il se trouvait ça intéressant, il dit il y a un paquet de choses qui va changer. Premièrement, il semblait beaucoup moins inquiet à l'égard de Post Canada, moins inquiet des coupures de Radio-Canada dont le siège social est à Montréal. Le fameux dossier des eaux usées à Montréal, évidemment, dont on a entendu beaucoup parler, et le payage du pont Champlain. Le visage du Canada vient de changer et va changer, visiblement, là. Là, je viens d'énumérer des exemples à Montréal, mais Post Canada, ça nous touche ici aussi à Saint-Jean. En quoi les politiques du nouveau gouvernement, là, qui va être assermenté prochainement, en quoi ça va toucher les décisions prises à l'égard de Post Canada et de la livraison à domicile? Bon, domicile, ce qu'on a dit, nous, on va avoir un moratoire. On va étudier la question. Il est sûr qu'on va garder la livraison à domicile, mais ça ne veut pas dire que ça va rester 5 jours, semaine. Et ça, j'en parlais pendant la campagne électorale. Je disais aux gens, ça pourrait être une journée, 2 jours, puis les gens acquiesçaient à ça en se disant, bon, on n'a pas besoin. Puis la plupart disaient une journée, là, si on avait une journée par semaine notre courrier, ça serait suffisant. Il y aurait aussi le maintien des petits bureaux de poste. Puis on voit que les services augmentent dans un sens parce qu'avec Internet, il y a plus de livraison de colis. Donc ça, on va le maintenir. Vous parliez tout à l'heure du pont Champlain. Bien là, j'y arrivais, pont Champlain. Donc là, c'est fini. Là. Il n'y aura plus de payage. Il n'y aura plus de payage. Et ça a été une surprise parce qu'on a fait, nous, un sondage avant la campagne électorale. Et ça a été la grande surprise parce que c'est ce qui avait pointé le plus haut. 41 des gens, selon notre sondage, voulaient maintenir. Et lors de ma tournée des municipalités, la première municipalité que je rencontre, Sabrevoix. C'est probablement à peu près celle qui est la plus éloignée dans le comté du pont Champlain. Puis les conseillers et le maire me disent, bien, nous autres, on voudrait que soit maintenue la gratuité du pont Champlain. Ouais. Donc, je pense que ça répondait réellement à un besoin de la population. Mais là, le pont Champlain, à partir du moment où votre futur gouvernement va prendre la décision de ne pas imposer de payage, l'argent que les conservateurs avaient prévu au budget, vous allez la prendre où? Bien, ça va être on a annoncé un programme d'infrastructure. Ouais. On a dit que le programme d'infrastructure, il y aurait 60 milliards de plus. Donc, on va trouver ces montants-là. Donc, on va pouvoir finalement les financer à partir de ces montants-là. Bon, restons dans le domaine des routes, parce que j'ai vu d'ailleurs l'une de vos citations hier soir rapportée sur le compte Twitter du Canada français, où vous avez dit, bien, j'ai commencé la 35 quand j'étais député provincial d'Iberville, le dossier qui touchait le MTQ. Et là, vous avez dit, bien là, je vais la terminer maintenant comme député fédéral parce qu'il y a une portion MTQ, mais il y a une portion fédérale dans le tronçon d'à peu près 9 km là, qui reste, ou 11 km là, qui reste à compléter. Quelle est cette portion qui touche le gouvernement fédéral? Bon, c'est la dernière fois, l'argent était venu de ce qu'on appelait le fonds frontalier. Et dans le fonds frontalier, on avait réussi, à l'époque, c'est Denis Paradis, oui, qui avait été chercher 100 millions. Et c'est ce qui avait été un des éléments qui avait permis de commencer, qui correspondait à un tiers. Là, dans le nouveau programme d'infrastructure, il y a un volet qu'on appelle le volet frontalier. Donc, ça touche directement la 35. Est-ce que ce sera un tiers? Est-ce que ce sera 20 ou ce sera 50 Mon rôle, moi, c'est d'aller en chercher le plus pour l'ensemble des citoyens ici dans le comté, finalement, qu'on puisse accélérer la terminaison de
la 35 qui va qui va assurer le développement de notre région. On est à la porte de Montréal et on a la Chambre de commerce, tout le monde. On croit que la 35 va nous amener de nouvelles industries, emplois et richesses. Donc là, vous êtes en train de passer le message au gouvernement du Québec et au ministre Robert Poitier que le fédéral va faire sa part dans ce dossier-là. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui. Ça va être mon premier dossier auquel je vais m'attarder en arrivant à Ottawa. Et je vais essayer de rencontrer le ministre des Transports le plus rapidement possible. On sait que son chef de cabinet provient, je ne demeure pas. Martin Massé. M. Martin Massé, effectivement. Oui. Donc, Martin est un de mes anciens étudiants. J'ai gardé des très bons contacts avec. Donc, on va essayer de se rencontrer le plus rapidement possible. Bien, puisqu'on parle de Martin Massé, parlons donc de son père, Paul André, à qui j'ai parlé par téléphone aujourd'hui. M. Massé a eu certains ennuis de santé là, dans les derniers temps, mais évidemment, il me disait aujourd'hui, tout fier, il dit « Je n'aurai plus l'étiquette du dernier député libéral fédéral à avoir été élu à Saint-Jean. » Effectivement. Parce qu'on remonte à 84, là. Oui, c'est quand même pas rien. Je veux dire, Paul-André Massé était là dans les années Trudeau-père. C'est ça. Par la suite, André Bissonnette, Clément Couture ont été élus sous les conservateurs. Mais bref, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un député libéral fédéral dans Saint-Jean. Oui, puis longtemps aussi qu'on n'avait pas eu un député au gouvernement. On remonte il y a 22 ans avec Clément Couture. Donc, et moi, c'était une des choses, je me dis, il faut que la région, on soit au pouvoir. Et c'est pour ça que j'avais commencé la campagne il y a 1 an et demi. Et si on remonte effectivement à M. Massé, on parle de 30 ans. Donc, on n'a pas eu un député libéral au gouvernement. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, avait l'air très emballé de votre élection. Bon, certains diront qu'il a déjà été lui-même candidat libéral fédéral dans une ancienne fédérale au début des années 2000. Mais évidemment, un maire aime bien avoir un député au pouvoir. Exactement. Et je pense qu'ici, on va collaborer, on se connaît bien et c'est sûr qu'on va collaborer ensemble. Déjà, il m'a parlé de certains projets qu'il y avait pour Saint-Jean, principalement la promenade du quai, où est-ce qu'il voudrait aller chercher de l'argent dans Infrastructure Canada 150. Il y a un projet aussi à l'aéroport, aussi une traverse sur la 35. Donc, c'est des choses qu'on va travailler ensemble et c'est évident, j'ai déjà été au pouvoir quand j'étais député à l'Assemblée nationale. C'est sûr que ça accélère les dossiers. Bon. L'autre dossier également dont on a beaucoup parlé durant la campagne électorale, c'est le collège militaire. Deux choses l'une, retrouver évidemment le statut universitaire. Dans d'autres cas, certains évidemment souhaitent le retour des activités, un peu comme dans le temps où on avait 600 élèves officiers, là, ce qui voudrait dire presque le triple des activités actuelles depuis la réouverture du collège. De quelle façon allez-vous mener cette bataille-là auprès de votre parti, de votre gouvernement? Bon, on avait déjà pris un engagement en 2011, lors de la dernière campagne, de répondre à la demande de la Défense nationale qui veut qui veut donner le bac en sciences humaines. Donc ça, c'est... Et là-dessus, ce matin, j'ai eu un appui, j'ai rencontré le ministre de la Défense, M. Blaney, qui était ici ce matin, pour souligner finalement l'incident qui est arrivé il y a 1 an ici, où est-ce qu'un officier a été abattu. Et il est venu me rencontrer et il m'a dit, « Tu vas avoir un ami avec moi, je vais t'épauler dans le dossier du collège. » Donc, les conservateurs... Donc, la future opposition officielle, parce que M. Blaney a été réélu. Oui. Donc, il est en train de vous dire finalement qu'il va vous appuyer là-dedans. Oui, là-dessus, il dit, là-dessus, on va travailler ensemble. Et le NPD était d'accord aussi avec ça. Bref, je ne pense pas que ça va être très dur à passer. Là. Non, mais déjà d'avoir un appui, que l'opposition est prête à nous appuyer. Et il m'a dit la même chose que le général Dallaire m'a dit la semaine dernière. Il dit, c'est important qu'on réintroduise que les francophones aient une formation à Saint-Jean, parce que présentement, il y a le pourcentage d'officiers dans l'armée a diminué et c'est par manque, finalement, d'une formation francophone ici à Saint-Jean. Bon, c'était une campagne longue et même la vôtre a été archi-longue parce que vous avez passé dans un processus d'investiture. Ça, c'était à quelle période déjà? Octobre l'année passée. Il y a un an. 15 octobre. Ça fait à peu près un an. Donc, ça fait 1 an. Et demi, parce qu'il y a avant la convention. Et même avant la convention. J'avais commencé au mois de mai, mais j'avais commencé la campagne. Mais je peux vous dire que je n'ai pas trouvé ça long. Quand on est passionné et qu'on a des convictions, puis qu'on aime ça, je pense que ça a été agréable. Et hier, je peux vous dire que l'ensemble de l'équipe, j'avais une équipe de rêve pour cette campagne-là. Ça a été la plus belle équipe que j'ai eue de toutes mes campagnes.
Et les gens disaient à la fin, on a travaillé toute la journée, il y avait une cinquantaine de personnes au local, des runners sur la route. C'était une organisation extraordinaire. Et les gens disaient, on ne pensait pas à la victoire, on aimait ça, travailler. Ça a été un moment agréable pour le candidat et pour l'ensemble de l'équipe. Là, vous terminez avec 2462 voix de majorité, ce qui fait qu'en pourcentage, 33,2, M. Marotte du NPD, 29,1, Bloc québécois, 24,8 et le Parti conservateur, 10,8. Donc, c'est à peu près le topo de la situation. Taux de participation de 68,29 donc presque équivalent à celui au niveau national, ce qui est quand même un bon taux de participation. Là, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? La sermentation, former le bureau, etc.? Oui, bien, fermer le local électoral. Et j'ai eu aujourd'hui une rencontre avec M. Bramy. Ah oui, déjà? Une très belle rencontre qui s'est offert lui-même à me rencontrer. Et on a échangé finalement sur l'ensemble des dossiers, le fonctionnement du bureau. Et j'ai appris que le bureau est fermé, étant donné que lui a quitté. Donc, la semaine dernière, déjà, le bureau est tout vide. Ah, il est vide? Il est vide, ça, c'est différent au provincial. Donc, je pensais de reprendre le local pour sauver des coûts de déménagement. Donc là, il va falloir que je sois à la recherche d'un local. Et déjà, il m'a donné certaines étapes. Donc, on parle de la sermentation probablement à peu près dans 2 semaines. Et c'est à ce moment-là que je serai le député officiellement. Là, je suis le candidat élu là, présentement. Monsieur Rio, félicitations encore une fois et bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour, on fait un peu l'analyse de cette campagne électorale. Faisons maintenant l'analyse de cette campagne électorale qui a paru interminable, 78 jours. Et peut-être que finalement, ça a permis à Justin Trudeau de se faufiler jusqu'au premier rang avec un gouvernement libéral majoritaire. Analyse de la campagne avec l'ex-député fédéral de Saint-Jean durant 18 ans, le bloquiste Claude Bachand, qu'on rejoint actuellement à l'extérieur. Monsieur Bachand, bonjour. Bonjour, M. Latour. Avez-vous été surpris des résultats? Un petit peu. Moi, j'avais prévu quand même un gouvernement libéral minoritaire, mais c'était évident qu'avec l'effondrement du NPD, je pense que c'était un vase communicant entre ces électeurs-là, du NPD, et ceux du Parti libéral. Alors, ce qui devait arriver est arrivé. On se retrouve maintenant avec un gouvernement majoritaire libéral. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette campagne? Parce qu'au début, le NPD trônait en premier dans les intentions de vote. M. Harper est resté quand même assez stable avec 30-33 des intentions de vote. Les attentes à l'égard de Justin Trudeau étaient très, très basses. Même certains se disaient qu'il va se casser la gueule complètement. Puis c'est pas ça du tout qui est arrivé? Non, exactement. Bien, moi, je trouve que quand même, Justin Trudeau a fait une très bonne campagne. Je pense qu'il a surpris bien des gens. Et puis, on avait parlé aussi, lors de notre dernière entrevue, du fameux NICAB, qui a été comme l'instigateur de la descente du NPD. Et aussi le fait que M. Mulcair était rendu presque dans le camp de Stephen Harper, tellement il s'attachait, lui, à l'importance de l'austérité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens au NPD qui ne se sont pas reconnus là-dedans. Alors, tout ça pour vous dire qu'en résumé, je pense que Justin Trudeau a doublé le NPD par sa gauche et ça a provoqué vraiment une saignée du NPD qui a bénéficié au Parti libéral. Parce que c'est un peu le monde à l'envers, les libéraux de Trudeau qui disent « Nous, si on est élus, oui, on va faire des déficits dans les 3 prochaines années. »
Oui, ben par contre, je vous avoue que historiquement parlant, les libéraux sont quand même assez reconnus pour faire des déficits importants. Alors, mais je pense que les gens, ce discours-là leur plaisait. Puis en plus, M. Trudeau a dit qu'il était pour s'attaquer aux 1 des milliardaires et des millionnaires pour redonner à la classe moyenne. Alors, il est finalement, quand on gère avec le centre de l'échiquier, ben on a une plateforme beaucoup plus étendue et ça s'est tout simplement concrétisé le soir de l'élection. Bon. Qu'il y ait un gouvernement libéral et qu'ultimement il soit majoritaire, soit, mais qu'ici au Québec, il y a une quarantaine de députés libéraux, et notamment dans le comté de Saint-Jean, comté typiquement francophone à plus de 95 Suriou qui s'en sort avec une majorité de 2462 voix sur M. Marotte, là, ce qui fait qu'en pourcentage, M. Suriou a 33,2 et M. Marotte 29,1. Ça, est-ce que vous êtes doublement surpris de ça, de voir qu'un libéral a réussi à se faire élire ici dans Saint-Jean? Oui, c'est quand même assez surprenant. C'est sûr que, comme on avait dit aussi l'autre jour, le candidat libéral, le candidat local a une incidence d'à peu près 10 sur le vote. Alors, c'est sûr que les gens regardaient beaucoup plus Justin Trudeau. Il y a 90 des gens qui ont voté libéral, probablement à cause du chef. Mais il en demeure pas moins qu'il y a un sérieux examen de conscience à faire, surtout pour les souverainistes, parce que ça va de mal en pis, je trouve, dans ce dossier. Et M. Trudeau est la preuve concrète, et Jean Rioux à Saint-Jean est la preuve locale que cet examen de conscience-là n'a pas été fait et il faudrait qu'il soit fait dans les plus brefs délais si on veut repartir sur une meilleure base. Le Bloc québécois, à l'ensemble du Québec, a fait 20 même ce qui est moindre que l'élection de 2011. Par contre, on a 10 députés au lieu d'en avoir 4. Ici, dans le comté de Saint-Jean, Denis Ortubise a fait 24,8 dans le fond, 25 du vote, qui est probablement le bloc assez solide là, de souverainistes là, qui votent Parti québécois, Bloc québécois, mais 25 évidemment, c'est pas assez pour être élu député dans un comté comme Saint-Jean. Ça, c'est le bloc ici, dans le comté de Saint-Jean. Mais ça en dit quoi pour l'avenir du mouvement souverainiste? Ben c'est pas au moment où on se parle, c'est pas tellement réjouissant. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, moi-même, j'étais un tenant de cette thèse-là, de dire, lors de la défaite du Bloc québécois, aurait fallu dire, faisons un examen de conscience et regardons ce qui se passe. Pas juste retenir que Jack Layton nous a battus. Il y avait peut-être quelque chose de plus fondamental là-dedans. Et je pense que tant que cet examen de conscience-là, et au Parti québécois, et au Bloc québécois, ne se fera pas, ben je pense qu'on identifie les mauvaises choses et ça nous amène vers une descente tranquille, mais inévitable pour la souveraineté. Alors, il faut vraiment se secouer puis essayer de trouver les causes profondes du malaise actuellement. Et c'est pas juste un effet Jack Layton qu'on a eu, il y avait quelque chose de plus important. Puis même aujourd'hui, on le constate aussi, là, Jack Layton n'est plus là et pourtant la cause souverainiste avance pas tellement, du moins du côté fédéral. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris en fin de semaine dernière. J'ai vu dans un clip à Radio-Canada un jeune électeur, souverainiste de longue date, qui dit, moi, cette fois-ci, je vais voter libéral. Pourquoi? Parce que la souveraineté n'est pas au menu dans les prochaines années. Secondo, je veux me débarrasser du gouvernement Harper. Puis tertio, ben, le seul parti en voie de peut-être le battre, c'est les libéraux. Donc oui, je suis péquiste, oui, je suis souverainiste, mais non, je ne voterai pas Bloc, je vais voter libéral fédéral. Ben, vous avez mis le doigt sur exactement le bobo. Je pense qu'il faut analyser pourquoi les souverainistes ont un tel comportement. Moi, là, personnellement, le vote stratégique, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, là, j'ai dit à tout le monde, puis je l'ai dit sur mon Facebook, écoutez, si on est souverainiste, il faut voter pour des partis souverainistes. Sinon, on tourne en rond. Puis moi, ce qui me préoccupe, c'est que c'est plus une importance capitale pour les gens aujourd'hui, la question du Québec. Alors donc, faut analyser pourquoi c'est comme ça. Puis il faut peut-être faire encore plus d'éducation. Là-dessus, je suis content que M. Pellado veuille créer une espèce d'institut de la souveraineté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les études de la commission Bélanger-Campo qui datent déjà de plusieurs années. Alors donc, faut amener le discours souverainiste dans une nouvelle dynamique, puis une nouvelle approche, puis une approche plus moderne encore. Et ça, tant que ça ne sera pas fait, on va continuer, je pense, à glisser dans cette pente-là.
Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, disait aujourd'hui, regardez l'élection de lundi et la démonstration de l'affaiblissement du mouvement souverainiste. Par contre, la semaine dernière, ici même, dans notre studio à l'émission, on recevait Pierre-Carl Péladeau qui était en visite à Saint-Jean. Et je posais la question à M. Péladeau. Je dis là, lundi prochain, quand les gens vont aller voter, si le Bloc québécois est élu avec beaucoup de sièges, vous allez me dire que c'est une victoire pour la souveraineté, mais si ce n'est pas le cas, vous allez me dire quoi? Et Péladeau nous disait en entrevue, bien, il dit, vous savez, il y a beaucoup d'impondérables dans une élection fédérale. Ça ne veut pas nécessairement dire que la souveraineté est plus faible parce que les gens ont voté autre chose que le Bloc québécois. Mais visiblement, il y a une question quand même sur l'utilité du Bloc et Gilles Duceppe lui-même va devoir se poser la question très prochainement, lui qui a perdu 2 fois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques là, au cours des deux dernières élections. Oui, oui, vous avez entièrement raison. Moi, je pense que Gilles Duceppe doit faire lui-même son propre examen de conscience. Et puis, vous avez raison, ça fait 2 fois qu'il perd, puis là, il a perdu la dernière fois, en 2011 avec peut-être 23-24 du vote. Maintenant, il perd encore, mais avec 20 du vote. Alors donc, on descend tranquillement. Et si ça descend la souveraineté à Ottawa pour que les gens puissent défendre le Québec, si les Québécois sont plus d'accord avec ça, ben on a un problème. Parce qu'avant, on avait un député du fédéral qui était moi-même, qui défendait la cause souverainiste, qui se groupait avec le Parti québécois pour défendre la cause souverainiste. Alors, les gens qui sont élus aujourd'hui, qui sont fédéralistes, il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont venir nous aider dans une campagne sur la souveraineté du Québec. Ce ne sera pas le cas, ni dans des élections, ni dans un référendum. En 30 secondes, M. Bachand, là, les 10 députés du Bloc, là, qui ne seront même pas un parti officiel, ils vont faire quoi dans les 4 prochaines années? Bien, ça dépend beaucoup des individus. Moi, j'ai toujours été d'accord pour dire, écoutez, c'est sûr, on n'est pas assis autour de la table du pouvoir, mais souvent, le député lui-même fait sa propre force, fait ses propres représentations et crée des choses très intéressantes pour son comté, et à Ottawa et dans le comté. Alors, j'espère juste qu'avec, par exemple, M. Plamondon, qui a été réélu pour je ne sais pas combien de fois, peut-être 8 ou 9 fois, je suis content que lui soit là, et j'espère qu'il va apporter sa sagesse à éduquer les gens, puis faire aller à son école à lui, être présent auprès des électeurs, les écouter et aussi provoquer vraiment un examen de conscience. Claude Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonsoir, merci M. beaucoup. Jadot. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. N'oubliez pas, en fin de semaine, c'est le 25e anniversaire de la Rencontre des Arts. Ça se déroule dans l'enceinte du Collège militaire royal de Saint-Jean les 24 et 25 octobre. C'est organisé par la Coop Arto avec la présidence d'honneur de l'artiste, sculpteur et peintre Armand Vaillancourt. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain.